RMC Running, Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, le maître Yodu, forcément, le meilleur coach de France, qui s'est envoyé une semaine de maboule et qui a même fini dans la neige. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va ? Ça va, t'es en forme, t'as récupéré ? Impeccable, ouais, impeccable. J'ai récupéré, c'est bon, le gros de la prépa est passé. C'est vrai que t'es quand même content quand t'abordes les 3 dernières semaines sans pépins, sans blessures, sans maladie, que tout s'est bien passé. Franchement, t'arrives en confiance. Si tu tombes malade, je te tire les oreilles. Parce que ce petit périple à Font-Romeu Express... Alors, vaut mieux tomber malade à S-3, S-2 que le dimanche avant la course, hein, c'est pas dans faux. La dernière semaine. Donc, c'est pas faux. Ça se rapproche. On est à 18 jours du Schneider Electric Marathon de Paris, la plus grande course au monde. La tension commence à arriver. La semaine dernière faisait peur à tout le monde, mais elle s'est bien passée pour tous les membres de notre Dream Team RMC. Ils sont là avec moi. Il y a Mathieu qui est à mes côtés. Salut Bonjour. Mathieu. Salut. Lucie est là également. Salut Lucie. Hello. On salue les filles qui sont là également. Mariette et Hélène à distance. Salut à vous deux. Salut. Salut à tous. Vous avez tous parcouru 30 km sur une sortie ce week-end. Vous avez le sourire, donc c'est que ça s'est bien passé. On va prendre le temps de décortiquer tout cela. On racontera également la sortie d'Arnaud, parce que lui aussi a envoyé ses 30 km. Et puis, la séance sera consacrée au parcours du marathon de Paris. On en parle depuis le début de cette aventure. C'est ce qui fait peur à tout le monde. C'est un marathon magnifique, les plus beaux monuments de Paris, un marathon exigeant, compliqué. Johan a commencé à en parler, mais là on a invité le patron, le directeur des épreuves grand public chez ASO, celui qui a tracé le marathon de Paris 2025, Thomas Delpeuch, qui est là. Salut Thomas. Salut tous. On a plein de questions à te poser, hein. J'espère que tu vas pouvoir répondre à tout. On a les réponses, c'est bon. Mais voilà, le parcours a été mesuré. Le parcours, le profil, les ravitaillements, tout ce qu'il faut, les encouragements, où se placent les proches, tout ça, on veut tout savoir. Et puis comme d'habitude, on terminera par les questions de tous ceux qui nous écoutent, toute la communauté RMC Running. Il y a pas mal de questions pour toi, Johan, et plein de sujets divers et variés, donc tu verras, ça va être plutôt animé. Allez, on y va tout de suite, c'est parti pour RMC Running. Cette sortie donc de 30 km, c'était le point de passage très important. On va faire le bilan de la semaine avant de rentrer dans le détail de cette sortie. Lucie, comment s'est passée ta semaine en termes de plaisir, de fatigue et d'entraînement alors ? Très bonne semaine, franchement. C'était ma plus grosse semaine là pour le coup. Mais il a fait beau, j'ai fait des super sorties, donc super contente. Tu me donnes des notes sur 10 ? Plaisir, plaisir 8, fatigue 8 aussi. Ouais. Et difficulté, 7. 7 quand même, ok. Mathieu, la semaine alors ? Très bien. Plaisir, j'ai envie de te dire comme d'hab, 10 jusqu'au 25e kilomètre de la sortie d'hier. Je passais à 2-3, et après ça a remonté sur le dernier, donc sur le dernier kilo j'ai réussi à repousser un peu, donc ça allait. Et puis fatigue, en fait ça dépend des jours, je t'avoue, toujours avec le boulot c'est fluctuant. C'est jamais vraiment lié à l'entraînement, c'est lié Non, l'entraînement ça va, tu vois. J'ai fait la sortie de 30 hier, après j'ai bossé la nuit, et en fait j'ai pas dormi ce matin, j'arrivais pas à dormir, je sais pas pourquoi. Des fois ça arrive, bon je rebosse pas cette nuit donc ça va, donc là je pense que ce soir je vais être bien fatigué. Et le plaisir, la difficulté, écoute, toutes les séances sont bien passées, et la sortie longue hier nickel jusqu'au 25-26e, comme j'avais pris un gel, c'est pas passé. J'ai eu du mal à garder l'allure. Ouais. Et c'est pas passé, je sais pas pourquoi. Et puis écoute, à la fin ça a été, donc pas de souci, j'ai pas mal aux jambes. Bon, on attend la récup. Tant mieux. Les filles, Hélène alors, tes notes sur 10, plaisir, difficulté. Alors, moi, c'est comme Mathieu, un peu de fatigue en début de semaine, puisque les nuits ont encore été un peu courtes, 4-5 heures. Mais au niveau de la fatigue de l'entraînement, non, ça va. Plaisir, je dirais 8. Je ne mettrai pas un 10 parce que on va peut-être le voir, mais les allures ne sont pas passées sur 30. Mais une bonne semaine quand même d'entraînement, donc ça va. Bon, tant mieux. Et toi, Mariette ? Ouais, moi ça va aussi. Très bonne semaine aussi. Pour le coup, les séances se sont vraiment bien passées, quel que soit le type. Donc, plaisir vraiment. Je dirais pareil, pas 10 quand même, mais 9, parce que la sortie de 30 sur la fin, ça pique. Difficulté pareil, parce que la sortie de 30, c'était ma première, du coup, aussi longue, donc c'est bien passé, mais c'est quand même une vraie épreuve. Et fatigue, franchement, ça va. Je dirais 4 ou 5. Je me sens pas trop fatiguée pour l'instant.
Et là, je félicite Johan Durand, je félicite Flo Idziak, votre coach, et My Running Club, parce que vous sortez de cette plus grosse semaine d'entraînement fatigué, mais pas trop non plus. Vous n'êtes pas non plus exténué, donc c'est ça la bonne nouvelle. Johan, tu peux me donner tes notes toi aussi alors? Moi, fatigue 1 sur 10, plaisir 10 sur 10. J'essaye de me rassurer, tu vois. Ouais, c'est sûr. Non, fatigue, franchement, ça va, c'est pareil. Moi, pas de grosse fatigue, je dirais 7 sur 10. La séance s'est bien passée. Moi, j'ai fait une dernière grosse séance vendredi, parce que ce week-end, j'étais à Font-Romeu pour une opération avec ASICS et que je savais que je ne pourrais pas m'entraîner de façon classique, puisque Font-Romeu, à l'heure actuelle, comme vous avez pu le voir sur mon Strava, c'est. Alors, je vous invite à aller voir sur YouTube, je vous mets quelques photos sympas. Ouais. C'est la Yukon Arctic de Mathieu Blanchard, c'est ça, exactement. C'était plus ce délire-là que prépa marathon. Donc effectivement, du coup, on avait anticipé à faire un gros bloc d'entraînement le mercredi, jeudi, vendredi. Là, pendant 3 jours, j'ai charbonné très très fort, et histoire de faire de la récup, de l'EF là-haut en endurance, et de faire du renfort à Font-Romeu. Mais très belle semaine aussi, je suis content. J'ai fait ma sortie longue, pareil, de 31 kills avec 22 km allure marathon à l'intérieur, et ça s'est bien passé. Donc très content. Sur tapis, il a dû le faire sur tapis parce que c'était tempête. Je l'ai fait sur tapis parce que c'était tempête, et après l'avantage du tapis, honnêtement, ça présente quand même un intérêt, c'est que tu mets l'allure. Moi, je me suis posé à 19,4 et après tu t'occupes de rien pendant 8 bornes. J'ai fait 8 km, 6 km, 8 km allure marathon. Et ça présente cet avantage-là, c'est qu'il n'y avait pas de vent, dehors il pleuvait, il y avait du vent. Mon coach n'était pas là pour les ravitaux, donc on a pris l'option de faire sur tapis. Alors franchement, mentalement, faut être solide, parce que tu vois rien du tout. Mais par contre, tu poses l'allure sur le tapis, après tu cours. Puis ils auraient mis une dynamo sur le tapis, ils mettaient l'électricité dans la salle. Bah ouais. Je peux te dire que D'ailleurs, je voulais juste te le signaler parce qu'on a reçu la plainte. Vous allez voir sur YouTube, mais la dame avec le t-shirt rose à côté a résilié son abonnement à la salle de sport. Elle a dit qu'est-ce que c'est que cet abruti qui court à 20 à l'heure sur le tapis pendant 2 heures. Alors le tapis commençait à surchauffer, il faisait un bruit de dingue. Je transpirais comme un fou. Je pense après à Bergerac, c'est mon partenaire Gigafit, donc ils savent, les adhérents savent certainement qui je suis parce qu'ils publient tout le temps mes résultats et tout, ils me mettent vachement en avant cette salle-là. Mais c'est vrai qu'ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu transpires énormément, tu perds de l'eau. Il y en a qui vont juste histoire de faire un petit peu de cardio, mais là c'était pas du cardio, c'était l'apocalypse, Quelle horreur. Non mais bravo mentalement, parce que s'envoyer une séance pareille sur tapis, c'est. Et surtout qu'on l'a décidé la veille au soir, quand on a vu les conditions météo annoncées le lendemain, c'était vraiment tempête et tout, on a dit faut trouver une alternative. J'en avais pas à décaler la séance le lendemain parce que je partais à Font-Romeu, donc on a dit faut faire sur tapis, Bravo coach, on te félicite pour ta semaine, on est content de voir que tout va bien. Rentrons dans le détail des semaines de nos champions. Lucie, raconte-nous, parce que Lucie, tu vas attaquer ton premier marathon, donc le marathon de Paris le 13 avril. C'est forcément ta plus grosse semaine d'entraînement, tu nous l'as dit, et même la plus grosse sortie de ta vie avec ces 30 bornes. Ah ouais. Ouais, moi j'avais fait maximum semi-marathon. T'avais de l'appréhension quand même samedi soir pour dimanche? Ouais. Même avant de partir, j'étais stressée. Tu t'es dit, oula, comment ça va se passer quoi. Et puis je suis partie toute seule, donc voilà, j'avais peur que ce soit très long. Et franchement, super surprise, j'étais trop contente. C'est bien passé. Donc, Qu'est-ce que vous aviez mis dans la séance avec Flo Idziak? C'était quoi le programme de la séance? Le faire à la sensation, mettre un peu d'allure? T'avais prévu quoi? C'était allure marathon pendant 30 km. Il n'y avait pas de bloc ou quoi. Et tu l'as fait un peu plus rapidement que 6 au kilo, donc à plus de 10 km/h, quoi. Donc une belle sortie. Ouais, je devais la faire à 6,15 et en fait, j'étais bien. 6,15, j'étais bien, je me suis dit pendant 20 km que j'allais sûrement exploser vers la fin et j'ai pas trop explosé. Mais c'est tout le contraire. Et c'est tout le contraire, t'as fini à 5,16, tu te rends compte? C'est. Alors, faut savoir qu'à la fin, il pleuvait très fort. Donc, ça m'a boosté. T'avais envie de rentrer, en fait. C'est ça. Est-ce que t'en as profité pour tester ravito, équipement, jour du marathon et tout? Ouais. J'ai testé, du coup, que les gommes. Je suis partie sur full gomme. Et c'est plutôt bien passé. Donc, je vais partir là-dessus pour le marathon. Et est-ce que tu as des stigmates? Est-ce que tu as mal au canne ce matin ou non? Ça va, Ouais, ça tire, mais je m'attendais à pire. Franchement, c'est moins pire que le semi-marathon il y a 2 semaines.
Donc ça va, non. C'est plus juste après, franchement, j'étais vraiment pas bien. Je pense que j'ai quand même accusé le coup. Ah ouais. Et tu sors moins fatigué qu'après le semi, par exemple? Ouais, je trouve. Ah, c'est bien. C'est que c'est l'assimilation est bonne. Ça veut dire que l'assimilation est bonne, qu'elle encaisse justement maintenant les chocs et la répétition des kilomètres. Donc, c'est vraiment très bon signe de se faire une sortie comme ça de 30 km plus rapide que son allure marathon à S-3. Franchement, chapeau, c'est vraiment très encourageant. Et surtout, que les derniers kilos sont les plus rapides, elle n'est pas fatiguée, pas de stigmate particulière, c'est vraiment parfait. Hein. C'est un hommage à Thomas, le parcours, de vouloir reprendre les portions du marathon de Paris ou pas du tout? Le repérage. Hein, c'est bien. Non, mais c'est vrai que toi qui es parisienne, t'en as profité aussi pour repérer des coins. Là, je sais pas si tu l'as fait exprès, mais bon, les quais de Seine, c'est carrément, sympa. Vu que moi, je pars de près du bois de Vincennes, j'en ai profité. Ah, t'as bien fait. Bon, très bien. Ça t'a pas semblé trop compliqué? Non, ça va. Ça va. Pour le moment, ça va. On coupera la circulation. Par contre, les touristes et les feux. Non, ça t'inquiète pas, ce sera pas un problème. L'autre qui va découvrir le marathon dans la bande, c'est Mariette. Forcément, Mariette qui va de bonne surprise en bonne surprise. Excellent 10K en début de prépa, très bon semi. Les sensations sont excellentes. Mariette, toujours ses séances en club à Pantin. Et cette semaine, comment elle s'est passée alors avec cette sortie longue à la fin, Mariette? Tu peux nous le raconter? Et ça s'est bien passé. La sortie, pareil que Lucie, moi c'était ma plus grosse sortie de tout temps. Donc toujours, j'appréhendais un peu. Mais franchement, ça s'est très bien passé. J'ai vraiment bien aimé en plus le circuit qu'on a fait. On a suivi le canal de l'Ourcq, donc on est monté. Alors c'est assez facile parce que c'est tout plat et tout droit. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Ouais. Donc j'aurais bien aimé un peu tester le parcours aussi, mais tant pis. J'ai fait au plus simple en partant de chez moi. Et franchement, tout est bien passé. J'ai testé aussi complètement la nutrition. Donc moi, j'ai fait gel, gomme, gel. Très bien passé aussi. J'avais un peu peur je voulais tester cette partie-là et c'est passé, donc c'est cool. Et juste les derniers kilomètres un peu durs quand même. À partir du 24e, c'était plus... ça commence à être long, quoi. Ouais, c'est long. Ouais, mais ça va. Et un petit peu de douleur en haut des jambes. Mais à part ça, franchement, c'est bien passé. Les filles, on voit que vous accélérez sur les fins de sortie. Vous en avez ras-le-bol, en fait. Vous voulez que ça se termine. C'est ça, Mariette. Elle veut rentrer. Là, tu veux rentrer chez toi. C'est bon, c'est ça. Exactement. Et tu l'as fait à deux avec ton copain Nico qu'on salue. Ouais. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce qu'il t'a motivé ou est-ce que tu n'avais pas besoin de ça? Je pense que ça m'a vraiment aidé. Je pense aussi que ça distrait en fait quand même, parce que déjà on a pu parler un peu. Je pense que toute seule j'aurais trouvé ça vraiment plus long. Donc non, merci encore à lui. C'est un vrai gros soutien, c'est clair. On le salue en tout cas, et c'est bien de faire ça aussi, Johan, de partir sur un parcours qu'on connaît, un parcours fermé à la circulation. Là tu longes le canal, donc t'es tranquille en fait, tu fais aller-retour et tu te poses pas de questions, quoi. Ouais. Moi c'est ce que je fais d'habitude, pareil, j'ai un canal par chez moi et c'est là où je bosse. Tu sais que c'est fermé à la circulation, que t'as pas un stop, t'as pas un arrêt, tu cours et tu te poses pas trop de questions, t'as que quelques vélos et des promeneurs et quelques chiens de temps en temps qui viennent te plus ou moins te gêner, mais sinon ça roule tout seul, donc c'est bien. Et puis quand tu as tes habitudes, tu sais à peu près à quel point tu vas faire demi-tour, tu sais à quel point des fois une petite bosse peut te faire mal, à quel point tu peux relancer. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est, on n'en a pas parlé, mais cette sortie de 30 kg, elle avait été faite avec une sortie la veille, avec un petit tempo où ils avaient fait une petite pré-fatigue de 2 fois 4 km. Et mine de rien, avec une VMA aussi le mardi ou mercredi, donc c'était dans un bloc d'entraînement, donc être capable de sortir une sortie longue comme ça, sur ces allures-là, avec une pré-fatigue la veille, avec des 300 ou des 400 dans la semaine quelques jours avant, c'est très très encourageant, ouais. Vous êtes allé chez moi, quel bonheur, le Bois de Boulogne. Hein. J'ai pas vu ta statue. Pas vu ta statue de local légende quand même. J'ai récupéré deux lauriers de local légende hier, donc bienvenue chez moi, j'ai envie de vous dire. Mais quel bonheur, hein, la route fermée à la circulation au Bois de Boulogne le week-end, ça c'est pour s'entraîner, c'est l'idéal. Mariette, félicitations. Voilà, la prépa se poursuit parfaitement, donc on est vraiment ravis pour toi. Mathieu, comment ça s'est passé alors?
Et alors moi par contre il m'a fait les blocs vendredi parce que je bossais la nuit de vendredi à samedi et je suis allé directement à l'OP pour rencontrer nos meneurs d'allure à Paris samedi matin. Moi j'ai juste fait un footing de, je sais plus, 12-13 bornes je crois samedi matin. T'inquiète pas, je vais regarder. Ouais. Et j'ai fait la sortie hier. 13. Ouais, voilà 13 c'était tranquille. Et hier, la sortie longue. Mon père, il m'a accompagné en vélo. J'ai vu, magnifique. Voilà, on est parti de chez ma belle-mère à Conflans. Voilà, mon quartier de jeunesse. Ok. Où on s'est connus avec ma femme. Ah, très bien. Voilà, alors, il dit ça parce qu'elle est en régie et on l'embrasse d'ailleurs. Voilà. Il est ému quand il dit ça, c'est dingue. Bah, écoute, après, on se connaît depuis très longtemps. Ah, bah, c'est beau, magnifique. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et ça y est, on l'a perdu. Lui qui est tout le temps bavard, ça y est, regarde. On a touché, c'est sa kryptonite, ça y est, on l'a trouvé. Et donc, on est parti avec mon père, il pleuvait, et je suis parti quasiment jusqu'à l'hôpital d'Argenteuil. Je suis parti jusqu'à Sartrouville. Ok. Et après, j'ai fait demi-tour et je suis reparti à Conflans-Findoise, mon ancien McDo préféré. Ah. Je suis passé devant. En fait, tu as fait un pèlerinage pour moi. C'était une sortie nostalgie. En fait. Voilà. Okay. D'accord. Et écoute, non, ça a été. Il n'y a pas eu de souci. J'étais bien dans l'allure. Il a plu. Par contre, le t-shirt, il m'a brûlé les tétons. C'est un crème anti-frottement. C'est un bon conseil qu'on peut donner. Ça m'a brûlé grave. Faites attention. Peut-être même les pansements à ce niveau-là. Si ça frotte sur les tétons, peut-être même. Ouais, je l'avais mis, tu sais, sur un 10 bornes. Et en fait, c'est pas la même chose sur 30. Et écoute, on a eu de la pluie, du vent et du soleil. Surtout s'il pleut, le t-shirt devient lourd et il frotte 2 fois plus. Il a plu, il a séché, ça a fait. Le pansement, il a raison, il a dû, c'est le mieux. Ouais. J'ai des comfils à la maison. Et les allures, c'est bien. Hein. T'es parti à 14 à l'heure. Bon, ça a un peu chuté à la fin parce que t'as eu ce problème de digestion du gel. J'ai pris un gel au 24-25e et je sais pas, j'ai eu du mal à le digérer. Je me sentais lourd et c'est passé, j'ai bu pas mal d'eau et au bout de 2,5 km c'est passé, à la fin j'ai réussi à retrouver l'allure. En plus la fin c'était un petit faux plat montant. Donc écoute, ça a été c'est ton père qui a porté le ravitaillement. Ouais, comme ça m'habitue un peu. Moi j'avais 1 ou 2 gels dans la poche, mais je pense que je vais plus utiliser des gommes comme disait Lucie, ça passe mieux. Ok. Ouais, et gel, je pense que je vais en prendre 1 ou 2 au cas où. Je vais peut-être en prendre un pendant le parcours, mais je pense que je vais utiliser les gommes. Parce qu'avec l'eau, en fait, ça passe. J'arrive à les gober. Ouais. Donc, tu les mastiques pas du tout? Non, je fais une espèce de pâte. Et ce que j'avais dit à Johan, je les mets en fait, je fais de la salive. Ouais. Et ça fait comme une pâte et je les gobe comme les bonbons, les schtroumpfs. Ouais. Je les gobe comme ça. Après, ton corps est habitué au sucre, donc on n'a pas de problème. On est au top. Pas de question, c'est sûr. Ouais. Les gommes Ta Énergie dont on parle, elles sont découpées en 3. Vous les prenez par une par une. Une par une. Ouais. Voilà, Mais c'est bon en plus. Hein. Franchement, même leur gel, ils sont bons. Ouais. Bon, écoute, bravo pour c'est 8 grammes de glucides par bonbon, ça équivaut à un gel, c'est ce que effectivement, c'est ce qu'on nous disait lorsqu'on a parlé de Ta Énergie. Donc non, c'est sûr que c'est aussi efficace. 4,28 sur la sortie, c'est une belle sortie. Hein. 30 bornes à 4,28. Je pense que je vais partir moins vite au marathon parce qu'il en restera 12. Je vais ajuster avec Flo, mais je pense que après, attends, tu auras l'affûtage et tout, tu seras plus frais quand tu partiras. Parce que j'ai fait une grosse semaine quand même. Bien sûr. J'ai fait quasiment 100 bornes. Non, je pense que ça va le faire. On verra. Bon. Je m'enflamme pas, on verra. Et puis notre championne normande, Hélène, est venue dans la capitale pour cette sortie longue. Elle l'avait programmée samedi parce qu'elle l'a réalisée avec Flo Ediac, votre coach, qu'on remercie, qui est très investi et qui est vraiment un super coach. On le dit, on n'a pas peur de le dire. Franchement, il vous donne tous des conseils, il y passe beaucoup de temps, il vous appelle toutes les semaines, vous avez des contacts réguliers. Il est génial, il a senti qu'Hélène avait peut-être besoin de partager cette sortie longue, donc il est venu avec toi, Hélène. J'imagine déjà que moralement, ça t'a fait beaucoup de bien, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça aurait été différent si je l'avais fait toute seule dans ma Normandie le matin. Que là, d'être avec lui, c'est vrai que ça a été un réel soutien, quoi. Puis au moins, il a pu aussi adapter la séance, en fonction de mon état, quoi. Et on a des vidéos d'illustration parce qu'il t'a filmé en même temps, donc sur les quais de Seine. Ce qui est marrant, c'est que vous avez fait ça samedi matin, vous êtes retrouvé avec des concurrents de l'Ecotrail, le 30 km, c'est le même parcours. Donc la remontada que vous voyez d'Hélène, en fait, ce sont tous ceux qui sont en souffrance sur l'Ecotrail et qui se disent mais elle a fini fort, c'est dingue. Qui se disent ça, c'est le podium féminin, ça c'est sûr. Mais bon, c'est assez marrant comme image. Raconte-nous cette sortie longue, Hélène, comment elle s'est passée alors?
Non, ça a été. Donc on est parti, voilà, on a un peu eu les 4 saisons. On a démarré, il y a eu vraiment beaucoup. Enfin, il faisait pas froid, mais il y avait énormément de pluie. Et là, on voit sur la vidéo. Par contre, à la fin, il y avait vraiment un grand soleil et 18 degrés. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'écart de température et de météo, c'était pas simple. D'ailleurs, j'ai laissé un peu de voix. Là, je l'ai retrouvé un peu ce matin, mais hier c'était compliqué. Ok. Et non, ça s'est bien passé. On est parti, à la base, ça devait être 30 km à l'allure marathon. Ouais. Après, voilà, il a vu qu'au niveau du souffle, c'était un peu plus compliqué. Donc, on a fait plus après avec des blocs et puis voilà, des temps de récup sur la sortie. Au niveau du parcours, vous êtes resté sur les quais de Seine, ça veut dire que vous êtes passé notamment par le long tunnel comme ça qui est fermé à la circulation. Tu as pu un peu t'apercevoir parce qu'on va le traverser pendant le marathon. Hein. Donc au moins tu as eu des repères comme ça, toi qui as rarement couru à Paris, tu as pu comme ça te projeter sur ce qui t'attend le 13 avril. Quoi. Ouais, et c'est pas plus mal parce que c'est vrai que j'avais un peu sous-estimé les ponts et les tunnels parisiens. Je m'étais dit, c'est pas, voilà, ça va être des petites relances. Et en fait, je me suis rendu compte qu'entre les pavés, les ponts, les tunnels, etc., fallait vraiment bien relancer. C'était pas si simple que ça. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, je suis contente d'avoir pu tester quoi et faire la séance samedi sur les quais. Je vois une douleur au genou, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est ce que tu as mis dans le commentaire. Ça fait plusieurs séances que je fais, mais je pense pas que ça soit inquiétant parce que c'est à l'intérieur du genou. Donc, c'est pas, voilà, au niveau musculaire, etc. Il y a pas de souci. Je pense que c'est plus articulaire que musculaire. Okay. Là, au niveau, j'ai pas de les quadris. Je pensais qu'ils allaient être chargés, etc. Mais non, là, j'ai pas. Les jambes, ça va nickel. Ah bah tant mieux. Yoann, on va voir le débrief de Flo dans un instant, mais toi, ton regard déjà, l'important c'était de les faire, ces 30 bornes, se les mettre dans les jambes, peu importe l'allure. Là, le fait qu'elle n'ait pas respecté l'allure, qu'elle ciblait, c'est pas dramatique? Non, c'est pas dramatique. Après, 30 km, c'est vraiment le test à S-3 à 21 jours. C'est vraiment la période clé. Généralement, tu peux courir un semi-marathon en compétition à l'allure marathon. C'est aussi, ça peut être une opportunité. Là, l'idée, c'était, en fait, comme Flo les connaissait pas, il a pris le parti de faire un début de prépa plutôt cool pour appréhender la préparation, pour les monter en puissance. Et donc d'aller sur une fin de prépa assez chargée et aller jusqu'à ce fameux 30 km allure marathon. Moi, par exemple, j'ai jamais fait 30 km allure marathon d'un seul bloc, tu vois. Mais parce que je fais 12 semaines de préparation avec, au bout de 2 semaines, déjà, je fais presque 20 km ou 15 km sur mes allures marathon. Là, c'était pas leur cas. Flo a décidé de les prendre en main tranquillou, de travailler un peu la vitesse presque jusqu'à mi-février. On s'en rappelle, hein, ils étaient tous un peu frustrés de ça, mais par contre le pari c'était de se dire on va y aller une ou deux fois, tu vois, sur le semi-marathon ils vont y aller à fond et sur le AS-3 ils vont faire un 30 bornes à fond et effectivement pour moi c'est rassurant, même si là les allures sont pas forcément tenues tout de suite. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, elles sont faites dans des semaines de travail où la semaine d'avant c'était encore une semaine de travail et la semaine d'avant c'était la semaine du semi. Donc c'est dans des blocs quantité qui fait que quand on va relâcher la pression et qu'on va affûter, ça paraîtra tout de suite plus simple. Et puis quand on met un dossard, juste le fait de mettre un dossard, une épingle sur son maillot et poser le dossard, mentalement c'est pas du tout la même que l'entraînement. Donc si vous tenez 30 km allure marathon à l'entraînement, je peux vous dire que le marathon il passe facile. Hein. Hélène, tu finis à 80 km la semaine, ce qui est une grosse semaine d'entraînement. Donc c'est ça qui est encourageant aussi. Hein. Plus de 6h40 de course à pied sur la semaine. Donc voilà, ça aussi c'est un sacré point positif. C'est comme c'est comme ça que Florian essayait de me rassurer en me disant qu'en 2 jours, j'avais pratiquement fait 24 km allure marathon. Donc pour lui, il reste sur l'objectif de base, quoi. Même si moi j'en doute, pour lui, il dit qu'avec la pré-fatigue et l'affûtage qui arrive, les 3:15 peuvent être encore jouables. On va l'écouter, le coach Flo, justement, son débrief à chaud juste après votre sortie de 30 bornes. Il nous a laissé une petite vidéo. Parce que l'air de rien, j'ai une fringale. Je suis pas bien. Elle a eu raison de moi. Et elle a relancé la petite. Les 2 derniers kilomètres, elle s'est mise dans une course avec des dossards.
Et je la vois partir et là je me dis mais elle a pas fait 30, c'est pas possible. Ton ressenti Hélène à chaud, allez. Très dur. Allure impossible. Tes bons moments et tes moins bons moments. Moins bon quand il fallait rester focus sur l'allure au début. Et après quand on a dit on arrête avec l'allure, là c'était bon moment. Parce que ce qu'il faut raconter c'est qu'on était parti pour l'allure marathon. Puis s'enchaînent les kilomètres dans la difficulté et là je dis bon on va décomposer la séance. Et quand je décompose cette séance, Blatipak, elle s'en va faire des kilomètres plus rapides que son marathon. Donc c'est dans la tête, elle l'a fait 30 km, 2h24. Allez, on relâche. Bravo et merci coach. Voilà le débrief à chaud. Non mais c'est l'avantage de l'avoir suivi, c'est d'avoir écouté son souffle et d'avoir su détecter qu'elle n'était pas relâchée, elle n'était pas bien, que ça allait pas. Et plutôt que d'aller dans le mur et d'abandonner quasiment ou d'exploser, il a dit on coupe, on arrête. Maintenant on décompose, on va faire des 4 km, des 5 km. Et ça c'est le plus du coach de savoir écouter et de connaître son athlète pour lui dire bon bah là ça passe pas sur ça parce que t'es pas dedans peut-être mentalement, t'es crispé, t'es pas bien, et ben on découpe et quand on découpe tout de suite ça paraît plus facile et donc là on retrouve des jambes. Donc il faut faire sauter ces petits verrous. Ouais. Et puis le dernier larron de la bande, c'est Arnaud. Arnaud, il s'est offert un week-end parisien. Il a visité les studios d'RMC vendredi soir. Il a assisté à Rotten sans flamme, il s'est régalé. Et puis le lendemain, il est allé au Mastic. Il a fait la sortie et les 30 km. On va écouter comment ça s'est passé pour lui, pour Arnaud. On écoute. Salut tout le monde, salut la team RMC Running, c'est Arnaud. Alors pour ma part, dernière semaine plutôt intéressante avec l'endurance fondamentale, des sorties en fractionné et puis la fameuse sortie de 30 km redoutée que j'ai faite pour ma part samedi dernier avec un des pacers du marathon de Paris, que je salue d'ailleurs. Écoutez, pour moi des plutôt belles sensations, agréablement surpris parce que j'ai le souvenir de mon dernier marathon et de la sortie de 30 km que j'avais fait avec les jambes en vrac. Donc là j'ai pu comparer et je me sens plutôt bien, des douleurs le lendemain mais qui restent quand même assez superficielles. Donc maintenant on est plus motivé que jamais pour affronter ces 3 dernières semaines de prépa et l'échéance finale qui arrive dans 3 semaines. Donc voilà, toujours une motivation à 100%, c'est que du plaisir. Donc je reste sur cette dynamique-là de plaisir pour aller jusqu'au marathon de Paris. Allez, à bientôt tout le monde, excellent podcast et à la semaine prochaine. Salut, ciao. Et puis on est content pour lui parce qu'il a vu ce que c'était que la civilisation. Voilà, la 5G, les voitures, la 5G, très important. Le métro, incroyable, le tram, tout ce qu'il faut. Voilà. Il n'y a pas ça à Rennes. Voilà, bravo Arnaud, 30 km envoyés et ça c'est dans la poche désormais. On va juste profiter parce que l'événement était organisé par nos amis du TRC samedi, vous avez pu vous réunir. Alors Hélène est partie faire sa séance avec le coach Flo, mais vous avez pu rencontrer pour certains vos meneurs d'allure pour le jour de la course. On a de magnifiques photos qui sont diffusées d'ailleurs sur YouTube. Ça vous aide ça aussi, l'esprit de bande, la cohésion comme ça? Ouais, dans les groupes qu'on a aussi, sa chambre et tout ça, enfin sur certaines choses, ça rigole, et puis ça se motive, ça se pousse aussi. Ça motive au quotidien, Lucie? Ouais, carrément. Ouais, moi pendant ma sortie de 30 km, je regardais Strava, je voyais Mariette est finie, c'est cool de voir les sorties. Même moi, vu que je l'ai fait en dernier, de voir que vous l'aviez tous fait. T'étais dégoûté. Non, je me suis dit, allez, j'y vais. La et pression. même toi, tu l'avais fait. Ouais, j'ai vu que tout le monde l'avait fait. Ça motive, en fait. Parce que j'aurais peut-être eu la flemme. Je me serais peut-être dit, si j'étais tout seul, peut-être je me serais dit, je l'aurais fait lundi. Mais là, et en fait, je me suis dit, non, tout le monde l'a fait, ça motive. Ouais. Toi aussi, t'as fait une belle sortie. Moi, j'ai une question, je vais la poser au coach juste après, mais je veux la sensation de Mariette et d'Hélène là-dessus. Mariette, l'effet de groupe, tu le ressens aussi? Ouais, complètement. C'est clair que c'est ça motive, on débriefe toujours, c'est sympa. Donc carrément, moi, ça m'aide vachement. On rentre dans l'événement. Hein. Ah bah oui. Johan l'a dit quand on commence à accrocher le dossard, et là on est à 3 semaines de l'accrocher, donc. Exactement. L'aspect collectif commence à arriver. Exactement, c'est ce qui les aide aussi à rester motivés. Hélène, toi aussi, c'est ce que tu ressens?
Ouais. Franchement, ouais, complètement. C'est vrai que il y a toujours un petit mot après une séance ou quand il y a un doute ou une séance qui est mal passée. Il y a toujours Mathieu surtout, voilà, il n'hésite pas à envoyer un petit message et c'est vrai que voilà, ça fait du bien de se sentir comme ça aussi soutenu et ouais. Non, c'est l'effet de groupe est vraiment vraiment important et c'est ce que je disais. Que voilà, même si jamais l'objectif n'était pas atteint, et j'étais très très contente parce que voilà, le groupe est vraiment très très cool et que j'étais contente d'avoir rencontré des belles personnes, quoi. Magnifique, c'est ce qui est sympa dans cette aventure aussi, créer du lien humain. Yodu, avant de passer à la séance, parler du parcours avec Thomas, je voulais juste évoquer mon cas parce que ça peut arriver à certains comme moi. La sortie longue s'est bien passée pour moi hier, donc dimanche, avec une allure qui a été au-delà de l'allure marathon. Regardez comment il me regarde, il me fait peur. Voilà, j'avais une allure marathon qui était prévue à 3,53, 3,54, 3,55. J'ai fait en dessous à moins de 3,50. Voilà, ça fait. Je vais regarder ça, mais j'avais mis l'image. Ouais, je crois que c'était découpé en 2 fois 10 km. Et je crois que le premier c'était 3,48 et le deuxième 3,46, je crois. Voilà. Tu veux me taper sur les doigts? Donc, quelle est ta question? Qu'est-ce que je fais, coach? Est-ce que je reste sur l'allure ou qu'est-ce que je fais? Donne-moi des conseils. Je pense qu'on en parlera quand on va revenir par rapport au parcours, mais je pense que Paris est un marathon où il faut quand même être prudent. Alors après, honnêtement, si toi tu me dis, je suis vraiment, j'ai l'impression qu'à 3,55 je m'ennuie et que c'est vraiment facile et que même à 3,50 je sens que c'est une allure que je maîtrise à 100%. Moi je dis, on peut peut-être prendre le pari de partir à 3,50, 52 et puis progressivement descendre à 3,50 et puis faire le point au 25. Après, Paris est difficile, donc il y a ce côté-là aussi qui me fait être toujours un peu prudent. Mais ta prépa est belle, tu as progressé sur 10, tu as progressé sur semi, toutes les sorties marathon sont faites toujours plus rapides que des allures visées, hein, et c'est 2 fois 10 kills. Avec de la fatigue, des 1000 mètres aussi courus plus vite que prévu quelques jours avant. Donc non, tous les voyants sont ouverts. Donc il faudra faire un point la dernière semaine parce que ça se trouve tu vas tomber malade, ça se trouve tu vas avoir une... Ça va pas, non? Autant pour en parler, mais effectivement dans la dernière semaine c'est le moment de se décider de l'allure vraiment visée. Est-ce que je gratte 3-4 secondes au kilo ou pas, quoi. T'as vu, Mathieu, je suis local légende au Bois de Boulogne. Et ça, je peux te dire qu'il y a de la concurrence. Ah ouais, j'ai vu. Alors là, faut s'accrocher pour l'être. Voilà. Ça va pas durer, mais pour le moment, c'est le cas. Bon, allez, passons au nerf de la guerre. On va parler du parcours du marathon de Paris tout de suite. RMC. La séance. Avec l'homme le plus recherché de France, oui, Thomas Delpeuch, donc celui qui trace le parcours du marathon de Paris. Pas seulement, hein, parce que j'en parlais avec toi avant, je disais que tu étais responsable des grands événements organisés par Amaury Sport Organisation. Tu es responsable aussi du Paris-Roubaix Challenge, par exemple. Les cyclosportives, on a pas mal de cyclosportives. Voilà, l'étape du Tour, les grandes épreuves organisées par ASO. Le Semi de Paris, c'était toi aussi. Tout à fait, il y a le 10 km Adidas qui arrive au mois de juin. Voilà, donc tous les gros événements, c'est Thomas qui prend son petit crayon et qui sait pas que Thomas, bien sûr. Pas que Thomas, mais c'est toi qui est très dynamique là-dessus. Qui est en charge de tout ça. Ce parcours du marathon qui a un peu évolué ces dernières années, avec un changement majeur, c'est le passage dans le Bois de Boulogne qui a été réduit. Il y a 2 ans, en 2023. L'objectif au départ, c'était lié à des travaux, et puis au final, vous avez gardé ce que vous avez mis en place parce que vous êtes retrouvé avec une ambiance complètement dingue au Trocadéro. L'objectif, c'était de rendre la chose beaucoup plus conviviale et beaucoup plus proche des spectateurs. Les travaux nous ont servi d'excuse pour pouvoir demander autre chose et se passer de kilomètres dans le Bois de Boulogne qui devenait compliqué quand il n'y avait pas le métro, du coup très peu de spectateurs, et finir son marathon par 7 ou 8 km tout seul, enfin pas tout seul, évidemment il y a plein de coureurs et quelques spectateurs, mais non, il y a besoin de cette chaleur là. Donc là on est rentré dans le 16e arrondissement par la porte de Passy. On vous l'affiche d'ailleurs sur YouTube le parcours. C'est le gros changement, hein. Il n'y avait pas eu de changement comme ça depuis presque 15-20 ans. Mais c'est un changement majeur. Alors ça ajoute un peu de dénivelé parce qu'on monte au Trocadéro, mais dès qu'on rentre porte de Passy, quartier de la Muette, c'est la folie. Il y a des spectateurs en grand nombre parce qu'ils ont pu aller sur le parcours puis revenir sur ce point-là. Et ça, pour tous les marathoniens, quel que soit leur niveau, c'est un soutien indispensable. Quels sont tes critères de base sur une course aussi importante que celle-là? C'est le plus grand marathon du monde en termes de participants. Hein, donc, tout à fait. Juste avec New York. Ouais, voilà, c'est équivalent.
c'est avant tout le côté magnifique de Paris, faire sortir les magnifiques monuments de la capitale, aller dans les deux bois comme ça, faire le long des quais de Seine pour pouvoir frôler la Tour Eiffel, c'est l'enjeu majeur. C'est pas simple. Quand on trace une épreuve de VTT, on va aller chercher les petites côtes qu'on veut, on va gérer uniquement du sportif. Ouais, voilà. Quand on est en urbain pour traiter des 10 km au marathon, aussi long qu'on veuille, il y a une contrainte essentielle, c'est la circulation. C'est la vie de la ville. Parce que ce jour-là, il y a des Parisiens qui vivent, il y a des marchés, il y a de la vie commerçante. Là, tu bloques les routes combien de temps, le jour du marathon ? Longtemps. Le départ a lieu pendant 4 heures, donc l'arrivée elle a lieu jusqu'à 18 heures. Il y a des quartiers qui sont très impactés. Ouais. Donc il faut définir le parcours en ayant une échappatoire pour tous ceux qui vivent et qui ne vivent pas la journée marathon, qui vivent autre chose, qui ont choisi de vivre autre chose. Alors on les invite bien sûr à venir comme spectateurs, c'est le mieux. Et d'ailleurs, on a de plus en plus de spectateurs. Ouais. Mais il y en a qui font autre chose. Ils ont choisi autre chose. Donc il faut les libérer, pour qu'ils puissent prendre leur voiture éventuellement, pour qu'ils puissent aller dans les commerces, etc. Donc c'est ça la contrainte principale. Donc on a choisi sur le marathon, mais pas que sur le marathon, d'aller proposer la plus belle visite qui soit, avoir un petit peu de champ. À chaque fois qu'effectivement le point de vue s'ouvre et qu'on n'est plus dans une avenue et que le champ de vision s'ouvre, c'est très très agréable. Donc surtout le long de la Seine, on a un point de vue qui s'ouvre. C'est bien, on voit de la verdure, on voit de la fraîcheur, on voit pas mal de choses. Et puis là, on a une petite modification cette année, mais elle est légère, c'est du côté de la place de la Nation. Voilà, on a supprimé une voie forestière qui était autour du zoo de Vincennes. Ça veut dire que le passage dans le bois de Vincennes est un tout petit peu réduit, ouais. Un peu plus en ville. Voilà, tout à fait. Il y a une route forestière qui a changé de nature à côté du zoo, donc on l'a zappé. Il nous fallait retrouver 1 kilomètre. Et ce kilomètre, on l'a retrouvé du côté de Nation. Okay. Donc ça nous permet d'atteindre une place qui a été rénovée il y a quelques années, qui est belle, où on fait un petit passage. Pas de dénivelé quand même. Non, il n'y a quasiment pas de dénivelé là, ça va. Il n'y a pas de difficulté, mais ça ajoute un point spectateur. Ça ajoute des activations partenaires qui vont faire venir du monde, un orchestre, etc. Donc on est encore dans la joie et le partage avec les spectateurs. C'est plutôt cool. Les filles, vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux, parce que vous allez découvrir le marathon de Paris. Lucie, Mariette, Hélène. Toi, tu l'as fait, Mathieu. Johan, il l'a fait plusieurs fois, et moi aussi. Avoir Paris pour soi le jour J, c'est quand même un sentiment extraordinaire. Johan, toi, tu l'as fait 3 fois, je crois, déjà. T'as dû ressentir cette sensation à chaque fois, quoi. C'est complètement dingue d'être dans une telle ville et d'avoir la route à toi, quoi. Ouais, et puis j'ai vu le marathon évoluer quand même, parce que la première fois, c'était en 2015. C'était mon premier marathon, donc tu vois l'histoire, j'ai démarré là-bas. Et c'est vrai que pour revenir au point du Bois de Boulogne, c'est vrai que c'est compliqué la fin. La fin était quand tu étais solo au Bois de Boulogne, tout seul le matin, où il n'y avait pas de spectateurs. Honnêtement, c'était délicat de réussir à maintenir le même degré d'intensité, de se faire mal quand tu es au 35e et que tu n'as personne pour te crier dessus. L'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir suivre en vélo une partie du parcours. Et ben, quand je suis arrivé porte de la Muette, il y avait tellement de spectateurs que j'ai pris le vélo et j'ai coupé parce que je ne pouvais plus suivre la course et suivre les coureurs tellement il y avait de spectateurs. C'était ambiance Tour de France. Et du coup, il me tarde, même si le parcours est un petit peu plus dur parce que tu remontes jusqu'à Trocadéro, il me tarde de découvrir cette ambiance par rapport aux années où je l'ai eu fait, où la fin, tu étais un peu seul au monde. Alors, effectivement, tu es dans ta bulle, tu es au 40e. Quand on passait devant la Fondation Louis Vuitton et tout, tu étais un peu plus tranquille, tu étais un peu plus focus. Mais le fait de se faire rebooster par autant de spectateurs, je pense que sur cette partie du parcours, ça peut être une clé pour pas exploser. Ouais. Tu l'as connu, toi, Mathieu, tu l'as fait l'an dernier, donc tu as vécu ce moment de la porte de la Muette et l'ambiance Tour de France, quoi. C'était interminable. J'ai trouvé, en fait, c'est là où t'as souffert. Ouais. Moi, j'ai souffert et les gens ils te disent après le feu, ça va descendre, après le feu, ça va descendre. J'ai l'impression que ça finissait jamais. En fait, après, c'est un soulagement quand on redescend. C'est magnifique. Quand t'es arrivé à la place du Trocadéro et que tu peux redescendre. Voilà, quand on voit sauf que musculairement. C'est super dur. Hein. Et toi, tu l'as vécu, c'est vraiment le point culminant de l'ambiance. C'est un truc de fou. C'était vraiment ça et avant les ponts, après le 30e. Ouais. Moi, j'avais retrouvé mon père, mon meilleur ami aussi qui était là avec mon père. Ouais. Et quand ça descend, ça monte là où t'as l'espèce de boîte de nuit dans le pont. Là, et bah là, c'était quand même fou parce que t'as les gens sur les ponts et ça encourage grave et tout. Et après, il y a un petit peu moins d'ambiance quand ça remonte vers le Bois de Boulogne. Et après, à la fin, c'est impressionnant. Ça fait Tour de France. Il y a de plus en plus de spectateurs, il faut être honnête. Moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'était il y a 10 ans, ma première participation. Là aujourd'hui, alors il n'y a pas du monde tout le long du parcours, mais honnêtement il y a une ambiance de dingue. Paris est devenu vraiment festif et populaire, faut pas se le cacher. Ouais.
T'arrives à l'estimer, ça, le nombre de spectateurs? C'est très difficile, parce qu'on les encourage à faire plusieurs points. Oui, c'est ça. Donc on les encourage à prendre le métro, à voyager, en fonction des allures des coureurs, de suivre 1, 2, 3, 4 visites et de les repérer. Donc c'est difficile, on estime à 200, 250 000, peut-être un petit peu plus. Ah ouais, spectateurs. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de suiveurs, beaucoup d'accompagnants, de familles, on les voit, ils sont au salon aussi. Et l'appli, elle est bien foutue pour ça. Voilà, l'appli en plus, du coup, quand on suit les coureurs, soit on met la télé en plus, soit on va sur place. Ouais, bien sûr. Et ça déclenche beaucoup plus de visiteurs. Donc, en termes techniques, on est à 269 mètres de dénivelé positif, c'est ça? Ouais, là ça a été remesuré jeudi, donc j'aurai de nouveau une mesure. Alors on veut les infos alors. Ouais. Mercredi ils sont passés et vendredi ils ont fini le mesurage. Ok. Ça y est, ça a été officialisé. Et pareil, il y a des passages aussi descendants. Une fois qu'on a passé le semi, il y a toute une partie un peu roulante. Toi qui connais le parcours par cœur, quel est le vrai piège? On sait que la fin est difficile quand on arrive au Bois de Boulogne. On est au rond-point de Roland-Garros, il y a un faux plat montant comme ça, et ensuite tu vas repiquer dans le bois. Est-ce que tu penses que la difficulté majeure, ça reste ces fameux quais de Seine, ces tunnels que tu es obligé d'emprunter, donc tu descends et puis tu remontes? Est-ce que c'est ça le moment le plus difficile du marathon de Paris? Ouais, la fin d'un marathon, quoi qu'il en soit, c'est un piège parce que ça va dépendre de notre état de forme, du mental, de tout. Donc je dirais les 10 derniers kilomètres, quel que soit le parcours, il faudra être fort, il faudra être frais. Donc c'est pas là, effectivement, les trémies qui sont un petit peu durs parce que ça descend fort et ça remonte. Il y a une petite énergie qu'il faut mettre sur la remontée pour continuer à retrouver la bonne fréquence et la bonne amplitude après. Mais peut-être ne pas partir trop vite parce que c'est effectivement on accroche un dossard, il y a du stress qui se transforme en énergie positive et on a tendance à partir très très vite et ça peut durer jusqu'à la fin du Bois de Vincennes. Ouais, c'est ça. Donc faire attention à ses allures quand même parce que quelqu'un qui perdrait trop d'eau, qui perdrait trop d'énergie. Si t'es cuit au Bois de Vincennes, c'est mauvais signe. Qui oublierait peut-être de manger et de boire correctement, il va arriver au 20e, il n'aura pas géré sa course. Ouais. Moi, je pense à Lucie qui habite à côté, elle va s'enflammer parce qu'elle sera à côté de chez elle et la fin peut être très longue. On a le profil d'ailleurs qui est affiché sur YouTube. Tu dirais Thomas que le deuxième semi est plus dur que le premier? Il est toujours plus dur sur un marathon. Non, mais je parle du profil pur et dur. Oui, un petit peu. Oui, clairement. Ouais. Avec les changements comme ça, les quais. Une fois qu'on a suivi la scène, après, la difficulté des trémies quand même, qui est compliquée musculairement. Ouais. Johan, ton analyse d'ailleurs du profil? Non, c'est ça, c'est une deuxième partie un peu plus délicate, mais c'est vrai que les ponts des quais de Seine sur le profil, ils font pas peur, tu vois que ça montouille un petit peu, mais en fait quand t'as déjà 22-23 km dans les pattes, donc ça fait déjà plus d'une heure et demie que tu es sur le parcours, ça commence à tirer un peu, et ces espèces de faux plats descendants et de remontées, c'est relativement casse-pattes, donc ça paye pas de mine, mais ça peut faire mal aux jambes. Et après, effectivement, la fin de parcours un peu délicate. Après, il y a un paramètre qu'on ne maîtrise pas, c'est la météo. Il peut faire chaud le 13 avril, comme il peut faire relativement froid encore. Donc, il faudra voir aussi, en fonction de cet élément-là, qui peut changer un marathon. S'il fait très chaud, il faudra vraiment penser à s'hydrater, profiter des parties plus ou moins roulantes, descendantes, pour bien boire, bien manger, et puis peut-être ne pas hésiter à ralentir dans les bosses, quitte à perdre un petit peu de temps. Mais des fois, il vaut mieux perdre quelques secondes dans les montées que perdre des minutes parce que je ne me suis pas ravitaillé et que je n'ai pas pris les bonnes choses au bon moment. Donc, ce parcours est piégeux, mais il est magnifique. Tu passes dans les plus beaux coins de Paris. Moi, c'est pour ça que je le refais. C'est parce que c'est régalade quand tu pars sur les champs, que tu fais la rue de Rivoli, l'Opéra, tu passes dans le Louvre. C'est là à Bastille, Nation, et puis quand tu reviens sur les quais de Seine sont durs, mais j'en avais déjà parlé ici, mais quand tu lèves la tête à gauche et que tu vois Notre-Dame, que tu vois les Invalides, que tu vois la Tour Eiffel, je peux te dire que c'est dur, mais tu as moyen quand même de kiffer le moment, quoi. C'est un beau terrain. Tout à fait. Alors, j'ai vu dans vos préparations, vous êtes tous sur vos temps au kilo, vous êtes très attentifs au chrono. Ouais. L'idéal sur un parcours comme ça, c'est de l'oublier. Alors, ce ne sera pas votre cas dimanche parce que vous l'avez bien préparé le chrono. Mais si un marathonien expérimenté ou même un débutant peut l'oublier et profiter du spectacle, c'est sûr. Il peut trouver une liberté d'esprit qui l'aide aussi à... J'avais pas eu moi. J'ai aucun souvenir en fait j'ai même pas souvenir d'avoir vu la Tour Eiffel. Ouais, c'est fou. On passe à côté. Ouais, j'étais 100% focus. J'ai aucun souvenir. Alors que c'est un vrai point de repère. Dès que tu arrives, tu reviens sur les quais. C'est vrai que tu la vois tout de suite. J'ai l'image du départ quand les Champs-Élysées, tu vois la Concorde, tout ça. Et après, je sais que le Bois de Vincennes, ça m'a paru long. Il y avait moins de monde, je sais pas. Et après, les quais de Seine, c'est là. Et entre les quais de Seine et le Bois de Vincennes, j'ai aucun souvenir. Et c'est un peu dommage, effectivement, de pas lever les yeux, pas profiter. Si c'est ça. On aurait fait le marathon de Conflans, c'est vrai. Pourquoi pas. Toi.
C'est pour ça tout à l'heure, je te dis, mais on passe par là. Ça m'est venu tout à l'heure en passant, je me suis dit, mais on passe par là pour le marathon. C'est là que ça m'est revenu. C'est vrai que plutôt que de checker son temps tous les kilos, peut-être d'oublier un petit peu, de le faire tous les 5 kilos, en fonction des repères qu'on peut avoir sur les monuments, ça suffit, et puis on réajuste. Alors, mais regardez, on entend le conseil, on va pas l'appliquer. Je sais bien, je me doutais bien. Il y a un passage que je trouve délicat. Vas-y. Non, c'était un conseil que j'avais donné quand on en a parlé par rapport à la prépa mentale, quand à un moment donné ça devient compliqué. J'avais dit je m'étais concentré sur la Tour Eiffel et effectivement ça revient à ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné j'étais dans un passage un peu délicat et je m'étais dit il faut que je me concentre sur autre chose et je m'étais concentré sur cette fameuse Tour Eiffel et je regardais plus du tout le chrono et je me disais il faut que j'aille au point là-bas, c'est le 30e, il faut que j'aille jusqu'au point, donc c'est vrai que ça peut servir, hein. Un point clé, ce sont les ravitaillements. Thomas, parce que là, il y a énormément de questions, on en a parlé, vous avez fait beaucoup de messages de prévention pour l'hydratation notamment. Le conseil principal, c'est d'amener ces flasques qu'on pourra remplir. D'ailleurs, les points d'eau vont se multiplier sur le parcours. Nous, on l'a déjà dit, chacun de nos champions aura la chance d'avoir un porteur d'eau donc qui pourra lui remplir ses flasques et lui porter ses flasques et son ravitaillement. C'est pas le cas de tout le monde sur le marathon de Paris. Donc là, voilà, c'est un sacré luxe. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur l'étape de ravitaillement et quels sont les bons conseils que tu peux donner à tous ceux qui vont s'élancer alors? Effectivement, changement de mode sur les contenants. Mais là, on conseille à tout le monde de s'équiper en flasque, de le tester à l'entraînement. Le meilleur moyen de réussir, c'est ça. Le meilleur pour vous et pour nous. Pour les deux, c'est la flasque parce qu'on peut boire des petites gorgées tout le long. Voilà, plutôt que de s'arrêter et puis d'ingérer 30 centilitres d'un coup. Et c'est meilleur pour l'estomac, c'est mieux. Et on peut ne pas s'arrêter trop. On remplit les flasques très rapidement. Vraiment, on est équipé. On va mettre des dispositifs logistiques importants pour que le remplissage se fasse très très vite. On perd même pas une seconde, un petit peu plus d'une seconde. Donc, et on repart vite avec une flasque. On boit beaucoup plus en dehors des ravitaux. Et puis après, sur les ravitaillements, vous avez de quoi manger. Pour ceux qui ont oublié, ceux qui ne sont pas que à la gomme ou que au gel, vous avez des bananes, vous avez donc des fruits, vous avez des pains d'épices, vous avez tout ça. Donc pour ceux qui mangent un peu plus, qui ont une course un peu plus longue, n'hésitez pas à vous arrêter, à prendre une gorgée, à boire, manger. Les 5-10 minutes perdues sur un marathon en 4h, 4h30, c'est pas grave. Au contraire, c'est ce qui peut manquer à la fin. Donc on s'arrête 3-4 fois de manière bien posée, on boit bien, et on repart, on garde son matériel, ça permet de rechecker un peu tout ça. Et puis pour les plus rapides, oui, on s'alimente peut-être un peu plus rapidement avec les gommes ou avec peut-être un tiers de banane de temps en temps. Et puis les flasques. Donc nous, voilà, on a mis cette année encore des gobelets en carton pour une année de transition. Mais on veut vraiment... C'est la dernière ? Ouais, c'est la dernière année. Mais on veut vraiment pousser les coureurs à tenter l'expérience de la flasque à l'entraînement, de regarder et vraiment être rassuré sur le fait qu'on pourra les remplir très très vite et que ce ne sera pas une perte de temps sur la course. Il y avait au semi. J'avais vu, vous aviez mis aussi les... Il y a des robinets, des pistolets, il y a du monde au service des coureurs. Voilà, on ne vous abandonne pas là-dessus, au contraire, on équipe beaucoup plus de points. On met du ravitaillement plus fréquent, voilà, plus ta énergie, avec 2 ravitaillements ta énergie, pour de la formule liquide aussi. Donc voilà, équipez-vous et nous on s'occupe du reste, on vous accompagne toujours, mais c'est le message. Donc ton bon conseil, c'est de gérer sa nutrition soi-même et de se servir de ce qui est proposé en apport supplémentaire. Je pense au petit gobelet. Si jamais tu veux prendre un petit shot de ta énergie, tu peux le prendre comme ça. Et on peut remplir la flasque avec le ta énergie. On sera équipé pour vous remplir la flasque aussi. Ah voilà, c'est royal, magnifique. En plus c'est assez long. Enfin les ravitaux ils sont bien. Ah ça c'est sur 80 à 100 mètres à chaque fois. Tout le monde qui s'arrête dès le début c'est bien indiqué quand ça va venir et franchement c'est super long. Parce que moi c'était un peu ma hantise et franchement il y a la place pour tout le monde. Il y a de quoi ne pas bousculer et rester dans son confort de course. Non, c'est vraiment bien fait. Combien de points de ravitaillement prévus et à quelle distance à peu près, tu l'as en tête? La réglementation c'est tous les 5 km, donc là nous on en a ajouté, on les a réduits, ils sont tous les 4 km au début et puis après on a intercalé avec solide et liquide. Solide et liquide tous les 4 km et puis sur la fin du parcours à partir du 20e, entre chaque, encore un point d'eau, encore un point de ravitaillement en eau. Ah, donc on a vraiment multiplié le nombre de points. Tous les 2 km, il y aura un point d'eau. Si vous en loupez un, s'il y a un petit peu de monde ou si c'est pas le bon moment pour vous, vous allez au suivant. Il ne reste plus que 2,5 km à faire pour aller au suivant et on trouve toujours de l'eau à dispo. Est-ce qu'on peut parler un peu d'animation aussi, ce que vous avez prévu? Combien de points d'animation? De plus en plus des orchestres, de personnes sur le parcours de spectateurs, donc on leur propose aussi de quoi agrémenter leur visite. Puis la musique, ça aide quand on court. Voilà, les points musicaux, donc c'est là-dessus qu'on renforce. On est à une 50aine de points d'animation musicale sur le parcours. Les partenaires aussi nous accompagnent là-dessus. Ils veulent pas seulement parler aux coureurs, pas seulement parler produits. Ils veulent parler à la communauté qui les suit, à tous ceux qui créent l'ambiance dans Paris. Donc on a des points d'animation, vous allez les voir un peu différents à chaque fois. On retrouve des choses qui sont semblables aux années précédentes, mais d'autres qui changent d'emplacement. Donc il y a toujours des surprises, mais voilà, des bandas, des groupes de rock, un peu pour tous les goûts.
De quoi donner du rythme au foulé quand il y a un petit coup de moins bien. Parce que Mathieu est plutôt sur le rap vintage, d'ailleurs. Il nous a fait écouter les morceaux qu'il a enregistrés dans sa jeunesse. Donc on peut vous fournir une playlist si tu veux, Thomas. On peut le placer à un moment du parcours. On mettrait ça où, Mathieu, d'ailleurs? Au 35e. Au 35e. Plutôt sur la fin, ouais. De la même façon, l'idée, c'est de pas de courir avec les oreillettes. Non, bien sûr. Quelqu'un qui s'isole en son marathon avec les oreillettes, avec le chrono. C'est le jour où il faut profiter. C'est pas le bon jour, quoi. Ça, c'est sûr. Et quoi qu'il arrive, il y aura du monde autour de vous. Ça se partage. Ouais, ça se partage. Et même avec le voisin, celui avec qui on court, on s'aperçoit que ça fait 15 bornes qu'on est côte à côte. Voilà, c'est une belle histoire et c'est sympa. Est-ce que vous avez des questions particulières? Et je m'adresse à toi aussi, Johan, parce que tu fais partie de la course, même si toi, tu seras en SAS Elite et tu auras tes gourdes qui sont prévues sur une table particulière. Les filles, Lucie, Mariette, Hélène, Mathieu, est-ce que vous avez une question à poser à Thomas, qui est donc l'organisateur de ce fabuleux marathon? Qui veut se lancer? Moi, petite question. Vas-y, Mariette. Sur le. Je me demande toujours un peu comment on arrive à calculer des distances aussi précises. Et du coup, pour faire la distance du marathon, ça veut dire quoi? On se met au milieu de la piste et on suit tout le temps? Ou c'est sur le côté droit Il y a la ligne. Il y a une ligne. Alors oui, les mesureurs sont passés mercredi à vendredi. La ligne verte. Elle est verte encore? Elle est verte. Okay. Oui, elle sera verte parce qu'elle n'est pas tracée encore. Elle sera tracée 1 ou 2 jours avant le marathon en fonction de la météo. Ouais. Et quand elle est tracée à la corde, à 1 mètre de la corde. À chaque fois, quand on prend un virage, il y a des mires et puis il vise à 1 mètre de la corde. On ne se cale pas dans le caniveau, bien entendu, parce qu'à chaque fois dans le caniveau, il pourrait y avoir un obstacle ou quoi que ce soit. Donc à 1 mètre de la corde, et à chaque fois, c'est la ligne idéale qui fait exactement 42-195. Voilà, donc au maximum, il faut suivre la ligne. Après, avec le monde qui nous entourera, ça sera délicat. C'est compliqué. C'est plus facile pour les élites, Yodu. Oui, nous, t'as un peu tes virages. Nous, on est dans un peloton de maximum 5-10 coureurs. Donc, effectivement, tu peux prendre tes virages, tu peux prendre tes courbes. En plus, les avenues sont quand même relativement larges, donc c'est pas gênant. Mais c'est intéressant de suivre cette ligne quand même, parce que tu as l'impression de... Tu poses un peu le cerveau et tu cours sur cette ligne et tu suis tout droit. Et c'est vrai que ça peut mentalement, ça peut faire un petit point visuel, quoi. Et le mesurage, c'est presque une affaire de géomètre. J'imagine, mais c'est. Alors pour la petite histoire, ils sont partis de la ligne d'arrivée, parce que notre ligne d'arrivée est fixe. Okay. Des soucis télévisuels et autres, donc notre ligne d'arrivée. L'emplacement exact sur l'avenue Foch, il est. On l'a choisi et il est pratique pour nous, il est pratique pour tout ce qu'on a à mettre derrière sur l'avenue Foch. Donc ils sont partis de la ligne d'arrivée, sachant que les 15 derniers kilomètres ne changeaient pas cette année. Donc ils sont repartis, ils ont revérifié juste les 15 derniers kilomètres. Et ensuite, ils ont géré les 2-3 zones qui étaient en travaux sur lesquelles on a fait varier un peu l'itinéraire. Et puis ils ont retrouvé une ligne de départ presque équivalente. Donc en s'éloignant de la corde à certains endroits, etc., pour retrouver pile poil la distance. Ok, c'est comme ça que ça se. Une journée dans Paris avec des escortes de police pour tracer tout ça, pour mesurer. Bon. Pas moyen de gratter 200 mètres. Nous on le dira pas. Si tu oublies les 195 mètres, on t'en voudra pas, nous, Thomas. On leur demande, mais bon, si tu bats ton record, Johan, tu seras content qu'il soit homologué. C'est parti pour. Ça. Parce que j'ai déjà fait une compète où j'avais battu mon record. Du coup, ils sont repassés mesurer et il manquait 100 mètres, je crois. Et du coup, pas de record. Donc je peux te dire. Quelle horreur! Incroyable. Sur un marathon? Non, sur un 10 km. Okay. On peut l'avoir aussi sur le dénivelé entre le départ et l'arrivée, qui empêche l'homologation, choses comme ça. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a des règles à respecter là aussi, un cahier des charges. On ne peut pas être en descente, donc il faut faire attention. Oui, bien sûr, évidemment. Moi, je pense à tous les Parisiens, parce que dès que vous voyez la ligne verte qui est tracée au sol, vous dites, ça y est là. Ça y est. Il y a le moment pour aller chercher le dossard, et là, quand vous voyez la ligne verte, vous vous dites, ah ouais, là, ça y est. Enfin, moi, mon cas personnel, je dépose ma fille à l'école et ça passe à côté de l'école, donc je vois la ligne verte partir par terre et je me dis, oula, ça y est, ça oui, c'est vraiment. Toi, ça va te le faire, Lucie, parce que t'es toute proche du parcours aussi, donc tu vas la voir cette ligne, quoi. Tu vas te dire, allez, je vais me lancer, quoi. Dingue. Est-ce que vous avez une autre question pour Thomas? Moi, j'ai un autre sujet à aborder avec toi, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup dans RMC Running, qui concerne les départs et la dangerosité des départs. On va l'aborder, mais Hélène, Mathieu, vous avez quelque chose à demander à Thomas? Non, tout était clair? Vas-y, Hélène, vas-y. J'avais une petite question. Il me semble qu'il y a... Est-ce que ça emprunte des pavés au niveau des quais? Non, pas au niveau des quais, on n'a pas de pavés, on a un petit peu de pavés sur le bas des champs, mais c'est des pavés qui sont relativement propres. Le même jour, il y a Paris-Roubaix et c'est pas les mêmes secteurs, heureusement. C'est sûr. Moins glissant. Non, il faut faire attention sur les pavés. Des fois, il peut y avoir quelques trous ou quelques affaissements et ils sont plus marqués sur les pavés que sur du goudron. Donc, mais c'est très très rare. Donc, il y a un itinéraire alternatif parce que l'année dernière, à cause de la montée de la Seine, toute la partie des quais de Seine avait été modifiée. Ils avaient couru sur le haut,
En cas de crue, on a un deuxième mesurage en haut qui est sensiblement le même. Ça se joue quand on passe en haut, il y a 1 ou 2 mètres de différence maximum. Mais là, tu as des pavés en revanche, je crois. Oui, le long du Louvre. Le long du Louvre, on a des pavés qui sont un peu plus marqués que sur les champs. C'est ça l'élément essentiel que j'ai oublié. C'est l'emplacement des spectateurs. Quels sont les bons conseils que tu donnes aux familles ou aux amis de nos champions qui vont vouloir les suivre? À quel point stratégique il faut se placer pour ne rien rater? Alors tout d'abord, je prendrai le temps en tant que spectateur de regarder les départs. Si on part en 3h15, 3h30, 4h, on part un peu plus tard que les élites, donc la famille peut aussi aller voir les élites c'est vrai. avec la tête. Ça permet de penser à autre chose qu'à sa propre course un peu avant. On peut aller voir les élites qui partent, on peut retourner tranquillement au départ, et puis après la famille, elle peut faire quasiment 4 sauts de puce avec le métro, principalement de la ligne 1, et puis après quand on va vers la Meute, on a encore le temps. Donc les points spectateurs, ils sont beaucoup le long de la Seine, parce que c'est pratique, c'est plaisant. On peut aller à Bastille, il y a un double passage à Bastille qui est assez impressionnant. Et Bastille, c'est un bon point stratégique parce que tu y passes dans un sens et dans l'autre. Et dans l'autre, il y a le temps de... Et après, pour bien suivre un coureur, il faut se mettre d'accord avec lui. Quelle tenue tu portes, bien mémoriser ça. De quel côté de la chaussée tu vas courir. Parce que si tu es à gauche et que moi je t'attends à droite, je te verrai jamais. Donc il y a quand même du monde, c'est des courses massives, donc si on veut repérer quelqu'un, il faut préparer le coup. Les bons conseils, c'est ça, voilà. On se met sur la droite de la chaussée, donc mets-toi à droite, comme ça on se verra plus facilement. On se verra et on t'interpelle, et puis on se tape dans la main, on se dit un petit mot, ça fait chaud au cœur. Il y a le piège aussi, de se dire, ce sont mes proches qui gèrent mon ravitaillement, mais là si tu loupes un ravito... Moi je le conseille pas. Faut vraiment bien les briefer, là c'est trop risqué. C'est risqué, effectivement. Alors c'est faisable, mais vraiment, il faut dire, tu t'habilles en rouge et tu te cales au panneau 23,5. Voilà, c'est ça. Un truc précis. Et il faut que ce soit quelque chose de supplémentaire. Faut pas compter que là-dessus. C'est additionnel. Non, mais t'as raison. On peut pas bâtir une stratégie là-dessus. Voilà, si tu m'attends avec ma casquette bien fraîche au 25e, pourquoi pas. Mais le reste, je dois le gérer tout seul. Voilà. Mais sinon, si tu m'attends avec la flasque, la seule que je vais utiliser, non, c'est pas une bonne idée. C'est pas bon. Oui, je voulais te parler des départs massifs parce qu'on a eu beaucoup de témoignages, notamment le coach Flo Idziak qui a participé aux 10 km de Lille il y a quelques jours. On a eu beaucoup de témoignages sur cette course parce qu'il y a eu un carambolage au début et on le sent de plus en plus dans les pelotons de tête des courses massives comme ça, les chutes au départ, la tension nerveuse qu'il peut y avoir, qui peut exister. Toi, tu es organisateur de course. Est-ce que c'est une de tes principales craintes de voir comme ça vous avez la chance de partir des Champs-Élysées, donc c'est très large. Tu organises d'autres courses aussi. Quelles sont les règles de base qu'on peut se fixer en tant qu'organisateur et en tant que coureur pour éviter les drames comme ça? Parce qu'il y a des gens qui se sont fait piétiner à Lille il y a quelques jours. On a parlé parcours, on a parlé animation, tout ça, mais notre focus, nous, c'est la gestion des flux. Mais c'est les flux pour entrer dans le salon, c'est les flux pour aller déposer son bagage, les flux dans le métro même et sur les trottoirs. On l'a vu sur le semi il y a 3 semaines. On gère beaucoup les trottoirs parce que s'il y a trop de monde sur un trottoir, ça devient un embouteillage. On gère le quartier, voilà. Donc, et les flux de coureurs. Donc on fait beaucoup de calculs nous, sur ce qui se passe en course, sur combien il faut de temps pour faire partir 15 000 personnes de tel ou tel niveau, parce que faire partir 15 000 performeurs, c'est pas pareil que faire partir 15 000 néos. Ils prennent leur temps, donc c'est un peu différent. Et on étudie beaucoup ces flux, départ, arrivée, et puis mi-parcours, on regarde un peu comment se font les stats. On a essayé de casser un peu notre courbe de Gauss, où on avait des départs massifs, et puis on avait une courbe de Gauss énorme, avec un peloton très très dense sur le milieu de la course, trop dense. À partir du moment où une ambulance interviendra, s'il y a un petit peu de monde sur le ravito, il y a beaucoup moins de confort. Donc ça, on l'a cassé. Donc on a cassé nos départs, les départs maintenant plusieurs heures, mais c'est pour le confort des coureurs. Tu as 4 heures d'écart entre les premiers et les derniers. Entre les premiers et les derniers, 4 heures cette année sur le marathon, mais on agit pour le confort de course. Johan sera douché, limite rentré chez lui. À l'hôtel. Certains ne seront pas partis. Ça commence à 8h. Sur le semi, j'étais... Mais ça permet du confort. Rentrer chez moi mais c'est important. Alors après, c'est vrai que ça fait des moins belles images qu'à l'époque quand tu voyais 40 000 coureurs sur l'avenue des Champs qui prenaient le même départ. Ça faisait une image dingue. Mais effectivement, pour le flux des coureurs et pour le plaisir du participant, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. C'est ça pour tout le monde. L'image massive était belle, mais au premier ravitaillement, au premier rétrécissement de chaussée, c'était un enfer. Et on était obligé d'aller sur le trottoir, on était obligé ça poussait, ça bousculait, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Donc quand on regarde les vidéos inside, on les regarde beaucoup, nous, pour savoir un peu comment c'était. Et on voit un confort de course qui n'a rien à voir avec les années précédentes, où on avait peut-être 20 000 coureurs de moins, mais avec un départ d'1 heure, un départ de 3/4 d'heure. On le sent pas. Enfin, moi, ça m'avait étonné. Non, le nombre de coureurs. Vu le nombre, quand on arrive, on sort du RER et on voit le nombre, on va se dire, oh là, mais en fait, on sent rien. Une fois que la course est lancée, ça va. C'est impressionnant. Il y a des pièges à éviter, il y a aussi le comportement des coureurs, il y a des impondérables pour vous, comme le mobilier urbain. Moi, je pense à la rue de Rivoli. Là, il faut être très vigilant aussi. C'est-à-dire que tu parlais de ne pas rester dans ses chaussures et rester dans sa course. Il faut toujours être attentif à l'environnement. Par expérience, moi, j'ai vu beaucoup de coureurs tomber rue de Rivoli à cause des petits trottoirs, des démarcations entre la piste. C'est tout à fait lié au sujet d'avant. Si la course est massive, on peut
peut pas regarder le sol, on peut rien voir. On va pas voir le mobilier urbain, on va pas voir la barrière, on va vouloir prendre le trottoir et on peut pas le prendre. Donc là, si on éclaire un peu la course, si on éclaircit, tout d'un coup, on voit les obstacles, on peut profiter, on voit le coureur dedans qui est à 3-4 mètres, qui est plus à 1,50 m, qui est plus à 1 mètre. On risque pas de lui marcher sur le talon et ça garantit la sécurité aussi. Voilà. Et s'il y a un véhicule qui doit intervenir, parce qu'on a des véhicules de secours qui doivent intervenir, on a la place de le déplacer, il peut rouler 10-20 mètres en course le temps d'évacuer. Voilà, ça facilite vraiment tout. Donc c'est pour ça. Et sur les coureurs les plus rapides, parce que c'est là qu'il y a eu des bousculades, on leur fait comprendre que c'est pour leur bien qu'on coupe le sas préférentiel en deux, qu'on met un peu moins de monde dedans, qu'on fait varier les allures des sas préférentiels, sachant que les chaussures ont fait évoluer un peu les temps. Bien sûr. Certains coureurs ont gagné 3-4 minutes, donc quand c'est des milliers de coureurs, rapidement, ça fait une masse de coureurs au départ qui vont être un peu la bagarre pour leur chrono, quoi. C'est important, ce côté compétitif des premiers. Et on va le casser en 3. Et on va faire 3 départs. Et ce sera le chrono réel qui va compter. Mais au moins, ils auront du confort de course dans les 3-4 premiers virages. Ah, mais c'est sûr. C'est là que ça se joue, clairement. Il faut étaler les départs. Voilà, beaucoup plus à l'aise dans ces cas-là. Mais moi, je pense à ceux qui s'élancent à midi. Pour 5 ou 6 heures de course, c'est pas la même journée, mais en même temps, ils vont pas se lever à 4 heures pour déjeuner. Il y a un avantage. Voilà. Pas faux. J'avais pas pensé à ça. On se lève un peu plus tard, on gagne en fraîcheur, on peut assister au spectacle. Voilà, c'est ça. Johan, toi, tu vas te lever à 5 heures, mon vieux. Donc, c'est ça la différence. Manger consistant à 4 heures, 5 heures. Je sais pas ce qui est le mieux. Tu peux nous garantir du beau temps, Thomas, ou pas? C'est pas gagné. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec la tenue d'Hélène, je crois, qui avait eu de la pluie au début de journée et puis après du beau temps. Exactement. Mieux vaut prévoir léger, parce qu'on a souvent les amplitudes assez importantes en température au mois de mars, au mois d'avril. C'est-à-dire qu'on démarre des fois à 5 degrés et on finit à 14. Donc voilà, tant pis pour le petit frisson du matin, il vaut mieux partir léger. C'est toi qui nous as envoyé le message la veille du semi en nous disant attention, hydratez-vous bien, machin, il fera chaud. C'est important, c'est ces messages-là, parce qu'on a trop de monde dans sortie d'hiver qui part couvert. Ouais, c'est ça. Et on explose, on a une cocotte minute après et on ne se rend pas compte des premiers rayons de soleil qui nous font exploser. C'est vrai qu'au semi, moi j'étais en débardeur t-shirt et je voyais des gens mais avec des manches longues, des leggings, je me disais mais comment ils font quoi. Ouais, bien sûr. Et alors on a beaucoup de personnes qui font leur premier semi, donc il faut les guider, il faut les prendre par la main, mais ce conseil-là est très important. Ouais. Voilà. Et l'aspect sécuritaire, tu as beaucoup de malaise sur un marathon de Paris, tu arrives à le chiffrer? On en a quand la température monte, on commence à en avoir. Ça change tout, la météo change tout. Donc on parlait des points d'hydratation, nous on va vous donner des points pour vous hydrater, donc là il faut boire. Et après, on va vous mettre des douches sur le parcours. Donc, il y a 5-6 douches qui sont prévues avec des lance-pompiers pour vous rafraîchir avant de boire. Ah ouais, un coup de lance-pompier pour pousser Johan dans la montée du bois de Boulogne. Crac. Voilà, on les mettra que si la chaleur est là. Bonne idée, ça. Thomas, merci. Et puis merci pour cette merci à vous. Magnifique course, ce magnifique événement et bravo pour la prépa à tout le monde. Qui nous attend. Là, il y a que des champions, mais là, on les a bien sélectionnés. Certaines n'ont pas choisi d'être là, mais elles s'entraînent bien. Et franchement, on les félicite. Lucie et Mariette sont à bloc depuis le début et tout va bien se passer pour tout le monde. On a des questions pour terminer, Johan. Il y a pas mal de membres de la communauté qui voulaient te poser des questions. Certaines questions écrites, certaines vidéos. Je vois Lucas qui voulait te demander quelque chose. On parlait du marathon de Paris d'ailleurs. Lucas te dit malheureusement qu'il s'est blessé à 3 semaines du marathon. À quel point il va perdre en niveau, vu que malheureusement, a priori, il pourra assez peu courir d'ici là. On ne connaît pas vraiment la blessure. Pour l'instant, je crois que sa participation n'est pas remise en cause. Mais en gros, c'est qu'est-ce qu'on perd comme niveau de performance sur un délai de 3 semaines avant une course? Tu perds beaucoup. Si tu cours pas pendant 3 semaines, lui dis pas ça, mon vieux. Tu perds énormément, malheureusement. Alors après, tu as des sports complémentaires, à voir s'il peut maintenir son niveau de cardio via le vélo, via la natation, via des sports un peu portés comme ça qui peuvent lui maintenir un niveau de cardio. Mais après, la problématique du marathon et de la course à pied, c'est les chocs. C'est-à-dire que il faut pas non plus que ce marathon, ça dépend de sa pathologie, mais le mettre sur le flanc 6 mois. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une discussion qu'il doit avoir avec son kiné et son médecin pour savoir si oui ou non je peux participer à ce marathon. Ça sert à rien de venir faire le marathon si derrière je me fais une fracture de fatigue ou si derrière j'en ai pour 6 mois de repos. Donc ça sera vraiment une discussion qu'il faut qu'il ait avec le staff médical. Et par contre, tu perds quand même en niveau. Donc, alors après, il faut juste se dire d'être finisher. Tu te dis, allez, je fais la première partie en dedans en mode endurance fondamentale plus pour voir. Et puis peut-être qu'après, je bascule sur mon allure marathon si d'un seul coup, mon corps se rappelle, se remémore et peut me permettre de dérouler un peu. Mais moi, sur les pathologies de blessures, je suis quand même un coach qui reste hyper prudent et qui encourage plutôt à écouter son corps qu'à se martyriser et derrière être KO pour la suite. Paris, c'est chaque année. Il y a des semis, il y a du 10, il y a du marathon, il y a de quoi faire. Donc, si on est blessé, compliqué de participer.
Et malheureusement, apparemment, ce sont des douleurs vives au tendon d'Achille. Donc là, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Faut faire attention. Tendon d'Achille, ouais, si c'est une tendinite, franchement, ça peut peut-être passer. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait de fissure sur le tendon. Typiquement, s'il passe une échographie et qu'on voit qu'il y a une fissure sur le tendon, il peut faire du PRP ou des choses. Mais là, en 3 semaines, les délais sont trop courts. Et moi, je le conseillerais quand même de plutôt, s'il a une problématique au tendon d'Achille, de ne pas mettre les carbones, de mettre les chaussures confort, stables. Et s'il veut faire le marathon pour le faire, il le fait. Il a sa médaille de finisher, mais il ne prend pas de risque à courir vite et à mettre des carbones ou des choses comme ça. Ouais. Thomas, tu as en tête le taux de finisher sur le départ, sur l'arrivée d'un marathon? Il est très élevé. Très élevé, ouais. Finalement, entre 600, 700 et 1200 abandons sur la course, maximum. Sur 56 000, c'est pas... Entre 1 et 2% grand maximum. Ah, c'est dingue, tout le monde va au bout, enfin quasiment. Et il y a plus de forfaits chez les bons compétiteurs. Oui. Ouais. Et puis un peu plus d'abandons derrière. Ouais, d'accord. Ouais, forcément, c'est lié à la pratique sportive aussi, quoi. On part pas sur un marathon si ça va pas. C'est ça. Voilà. Autre question, Yodu, question de Ludo. Il va te la poser. Écoute, c'est un audio qu'il nous a laissé. Salut équipe RMC Running. Moi, c'est Ludo, 39 ans. J'habite à côté de Bordeaux. Donc, team chocolatine, désolé Ben. Non. Ma question pour Maître Yodu, ça concerne l'utilisation des pointes pour les séances de fractionnés. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux conseiller pour des coureurs qui n'ont pas fait l'école de l'athlé, donc qui ont commencé par la course sur route? Et du coup, dans ce cas, est-ce que les bénéfices sur le travail du pied notamment sont plutôt positifs et sont plus importants que les risques de blessures qu'il peut y avoir, notamment au niveau tendinite? Et donc si oui, est-ce que tu aurais des conseils pour intégrer progressivement l'utilisation de ces chaussures et pouvoir en tirer tous les bénéfices? Voilà, merci pour la réponse. Alors... Ouais, il a bien dit le mot intégrer dans sa préparation, parce que je pense que ça peut être bénéfique parce que effectivement les pointes, tu vas aller plus vite, il faut tracter, il faut courir avant-pied et tout ça, mais malgré tout la contrainte liée à ces chaussures-là, elle est encore assez énorme. C'est-à-dire que autant les stacks sur les chaussures de running classiques ont fait d'énormes progrès avec des mousses ultra amortissantes, ultra confort, autant les pointes, on est encore quand même sur des produits assez minimalistes où elles sont très légères, elles font 115-120 grammes, donc avec un mesh très fin, avec une mousse très légère. Donc du coup derrière ça crée des traumas. Moi je le vois, j'avais pas mis les pointes pendant 2 ans, j'ai fait les championnats de France de cross, j'ai fait 5 jours de footing, d'endurance fondamentale, et il y a même un jour où j'ai fait 2 fois du vélo parce que je sentais que musculairement mes mollets avaient tellement travaillé parce qu'ils n'avaient pas l'habitude que j'étais à 2 doigts de la contracture. Donc mettre des pointes c'est un risque. Moi, c'est pas quelque chose que je conseille sur des coureurs lambda, des coureurs qui démarrent la course à pied, qui ont 35, 40 ans. Là, c'est pas quelque chose que je vais conseiller. Sur quelqu'un qui a 17, 18 ans, 22 ans, 25 ans, qui veut encore gagner en vitesse, qui veut faire du 5, du 10, effectivement, là, je lui conseille de mettre des pointes sur la piste, de faire des 400, des 500, de la VMA, des choses comme ça, des séances P pour vraiment aller vite. Mais quand tu fais du marathon et quand tu as plus de 30 ans, les pointes, c'est fait pour faire du bricolage, quoi. C'est juste pour enfoncer dans la planche, c'est tout. On met pas les pointes sur marathon, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. Ouais. Non, le risque est trop grand. Le risque de blessure est vraiment trop grand. Ouais. Ok. Il a été parfait ce maître Yodu. Merci beaucoup. Un grand merci à Thomas Delpeuch qui est venu, le directeur des grandes épreuves d'ASO. Et on te souhaite bon courage pour le 13 avril, parce que c'est le prochain grand défi qui arrive. Merci. Il y aura le 12 le Paris-Roubaix Challenge et le 13 ce Schneider Electric Marathon de Paris. Bon, on n'a aucun doute. Tout sera carré, organisé. Un grand merci à la team de champions. Merci Lucie. Merci Mariette. Merci Hélène. Merci Mathieu. Et merci à tous. On vous souhaite à tous une bonne suite de prépa. Ça y est, on va rentrer dans les semaines un peu plus cool. Et surtout, ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.